Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. L'Égypte accueille aujourd'hui un sommet arabe extraordinaire portant sur la situation dans la bande de Gaza. Ce sommet se trouve à un tournant dangereux après le blocage par Israël de l'accès aux aides humanitaires ainsi que la suspension des négociations. Lors de ce sommet, l'Égypte présentera son plan de reconstruction de la bande de Gaza ainsi que sa vision d'une réhabilitation du secteur. Les dirigeants arabes discuteront également de la poursuite de l'application des 3 phases de la trêve conclue entre le Hamas et Israël. L'Égypte avait appelé à la tenue de ce sommet pour présenter une alternative au plan du président américain Donald Trump qui avait proposé une prise du pouvoir à Gaza et de déplacer les Palestiniens. Le sommet arabe extraordinaire du Caire discute aujourd'hui de 3 dossiers principaux liés à la situation à Gaza qui se trouve à un tournant dangereux après le blocage par Israël de l'accès aux aides humanitaires ainsi que la suspension des négociations. Le sommet mettra l'accent sur la durabilité de l'accord de cessez-le-feu, l'avenir de la bande de Gaza et la gestion du secteur. Lors du sommet, l'Égypte présentera son plan de reconstruction de Gaza, ainsi que sa vision d'une réhabilitation précoce de l'enclave. Les dirigeants arabes devraient discuter de l'achèvement des 3 trêves convenues et la poursuite des autres phases après l'achèvement de la première phase, en soulignant l'engagement d'Israël à respecter le protocole humanitaire et la possibilité de discuter le retrait d'Israël de la bande de Gaza. L'Égypte avait fait appel à ce sommet pour présenter une alternative au plan du président américain Donald Trump, qui avait proposé une prise au pouvoir de Gaza et de déplacer les Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Mobilisés, les pays arabes ont exprimé le rejet total de toute tentative de déportation des Palestiniens et l'Égypte a annoncé élaborer un plan global de reconstruction de la bande sans le déplacement de ses 2,4 millions d'habitants. Cette feuille de route égyptienne comprend des aspects opérationnels, politiques et financiers et devra s'étaler sur 3 à 5 ans. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a bloqué les aides humanitaires entrantes à Gaza et exige des modifications sur l'accord de paix, a menacé le Hamas de conséquences qu'il ne peut imaginer s'il ne libérait pas les otages toujours captifs à Gaza. Le Hamas a pour sa part dénoncé ces tentatives flagrantes visant à éviter d'entrer dans des négociations pour la deuxième phase. Hamas s'est déclaré engagé à la mise en œuvre des 2 étapes restantes de l'accord initié qui prévoit un cessez-le-feu global et permanent et le retrait complet israélien de Gaza avant la reconstruction et la levée du siège du territoire. Les chefs de diplomatie arabes ont tenu lundi des réunions préparatoires au sommet arabe extraordinaire du Caire pour discuter des derniers développements de la cause palestinienne et de l'unification de la position arabe pour faire face aux défis actuels. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont passé en revue le plan égyptien concernant la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement des Palestiniens de leur territoire et qui sera soumis aux dirigeants arabes lors de ce sommet. Les ministres ont aussi discuté du communiqué final du sommet. Ils ont souligné l'importance de tenir des négociations intensives avec les principaux pays donateurs dès l'adoption du plan par le sommet. Et en marge des réunions préparatoires au sommet arabe extraordinaire du Caire, le chef de la diplomatie Badr Abdel-Ati a rencontré ses homologues palestiniens, yéménites, jordaniens et irakiens pour discuter de la situation actuelle en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Abdel-Ati a examiné avec ses homologues arabes les efforts déployés par l'Égypte pour assurer la perpétuité de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, l'adoption du plan pour la reconstruction du secteur et de la nécessité de rechercher une solution politique juste et équitable à la cause palestinienne. Lors de la rencontre de Abdel-Ati avec son homologue palestinien, Mohamed Mustafa, les 2 chefs de diplomatie ont affirmé que la communauté internationale devra soutenir les plans et les projets de reconstruction rapide. Selon la mise en application de ces plans, le peuple palestinien sera capable de mieux pratiquer ses droits, de résider sur ses terres et d'établir son État indépendant aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Allô? Oui, Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. En fait, aujourd'hui, c'est un grand jour pour les États arabes et un sommet extraordinaire
doit se tenir aujourd'hui au Caire de manière à trouver une issue. Quelles sont les principales caractéristiques ou les principaux dossiers qui vont être soumis à l'examen aujourd'hui? Je n'ai pas entendu la question, madame. Pardonnez-moi. Aujourd'hui est un jour important pour les États arabes, étant donné qu'il y a le sommet arabe extraordinaire qui se tient aujourd'hui au Caire. Quels sont les éléments les plus importants qui doivent être discutés aujourd'hui? À vrai dire, il y a plusieurs éléments. Oui. Oui, bien sûr. Quels sont les éléments les plus importants? Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous en ligne? Apparemment, il y a là un incident technique. Il faut dire que le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a reçu l'ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, Passons plutôt à la nouvelle concernant le président américain Donald Trump qui a mis sa menace à exécution et ordonné lundi une pause dans l'aide militaire des États-Unis. Pour revenir au chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, qui a reçu l'ancien ministre du Tourisme et des Antiquités et candidat égyptien au poste du directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Anani. Lors de cette rencontre, Abdelghati et El-Anani ont passé en revue les avancées de la campagne du candidat égyptien et le soutien constant dont il bénéficie notamment au niveau africain et arabe. L'entretien a également permis d'examiner la vision de la campagne électorale qui sera soumise à l'UNESCO ce mois-ci en prévision des élections prévues en octobre 2025. Le chef de la diplomatie a réaffirmé l'engagement du ministère des Affaires étrangères à mobiliser un soutien régional et égyptienne. Il a souligné que l'Égypte mérite de briguer ce poste prestigieux vu son rôle historique pionnier dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science ainsi que son influence sur la scène régionale et internationale. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne ou de retrouver encore une fois son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, madame. Alors aujourd'hui, le sommet arabe revêt une importance particulière compte tenu du sérieux de la situation dans la bande de Gaza et de la complexité de la situation. Quels sont les éléments les plus importants qui doivent être débattus aujourd'hui? Certainement plusieurs éléments. Le premier, certainement, c'est le plan Égypte arabe palestinien concernant un projet portant sur la reconstruction de Gaza dans l'après-guerre. C'est le premier élément et c'est pour lequel cette sommet a été convoquée. Deuxièmement, la cause palestinienne tout entière, due certainement les dernières positions adoptées par le gouvernement israélien, le plus dangereux est de menacer de reprendre les activités, les opérations militaires dans la bande de Gaza. Et troisièmement, le fait que Israël certainement continue la répression dans la Cisjordanie et fait en sorte de faire opérer un transfert des Palestiniens hors de la Cisjordanie. Alors, voilà les trois éléments ou les trois questions importantes que je pense le sommet aujourd'hui va débattre et certainement on attend la déclaration finale de ce sommet.
Et qu'en est-il quant au déplacement des Palestiniens? Évidemment, l'Égypte a une position ferme. Quant à ce propos, à votre avis, dans quelle mesure il y aura des pressions de la part du côté américain? Les Américains ont déjà annoncé le mois dernier qu'ils attendent toujours une contre-proposition, un contre-plan de la part des Arabes portant sur la reconstruction dans la bande de Gaza. Une fois un plan est adopté et annoncé lors de ce sommet, alors je m'attends que les partis arabes vont communiquer avec l'administration américaine ce plan et nous attendons quelle serait la réponse de l'administration Trump là-dessus. Est-ce que l'administration va refuser, va demander des modifications, va l'adopter dans toute son intégralité? On attend toujours la réaction américaine. Israël continue toujours de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire alors qu'il y a un cessez-le-feu et on est en voie quand même de parvenir à une issue. À votre avis, pourquoi cette exaction? Non, je crois qu'il y a plusieurs interprétations. La première, qui est l'interprétation la plus optimiste, c'est qu'Israël exerce des pressions sur Hamas pour que Hamas accepte le plan de M. Witkoff, l'envoyé spécial, M. Steve Witkoff, l'envoyé spécial de l'administration américaine pour le Moyen-Orient. Et il y a une autre interprétation plus réaliste, et je pense que peut-être c'est la bonne, et c'est que Israël opère dans le contexte d'un plan à long terme visant à en finir avec la cause palestinienne et à forcer les Palestiniens à quitter soit la Cisjordanie, soit la bande de Gaza. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Hariri, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie pour votre intervention. Sur un autre plan, l'Égypte a condamné la décision prise par le gouvernement israélien de bloquer l'accès à l'aide humanitaire à la bande de Gaza et de fermer les passages utilisés dans le travail de secours humanitaire. L'Égypte a confirmé que ces mesures constituaient une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu, du droit international humanitaire, de la 4e Convention de Genève et de toutes les lois religieuses. L'Égypte a souligné l'absence de toute justification circonstance ou logique qui peut permettre l'utilisation de la famine de civils innocents et de l'imposition du blocus, en particulier pendant le mois de Ramadan, comme arme contre le peuple palestinien. L'Égypte a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités, à arrêter toutes les pratiques illégales et inhumaines qui ciblent les civils et à condamner les tentatives d'atteindre les objectifs politiques en mettant en danger la vie des innocents. L'Égypte a examiné son opposition à toute tentative menaçant l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, y compris la tentative de former un gouvernement soudanais parallèle. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte estime qu'une telle tentative va compliquer la situation au Soudan et entraver les efforts visant à unifier les vues entre les diverses forces politiques soudanaises et par la suite aggraver la situation humanitaire. L'Égypte a ainsi appelé les forces soudanaises à choisir l'intérêt national et à se lancer dans un processus politique global sans exclusion et sans ingérence étrangère. L'Égypte célèbre le mois de Ramadan avec la voix du cheikh Saïd al-Naqshbandi, que l'on préfère entendre au moment de la rupture du jeûne. Ce récitateur était célèbre pour ses chants religieux. On a l'impression que sa voix vient du ciel. Au fil du temps, il est devenu le symbole du mois sacré. La voix d'Al-Naqshbandi est un mélange de chaleur et d'harmonie.
Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.